La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. La cabane des secrets. Un invité qui parle de sa vie, son œuvre, son parcours, ses engagements, ses résonances avec la société. C'est tout l'éclectisme du monde qui se retrouve dans la cabane des secrets. Un moment intime et privilégié avec des personnalités qui se racontent pour raconter le monde. Une émission produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ouais. Tu vois, comme tu m'entends là, faut que tu t'entendes pareil. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. On peut commencer par une première chose, c'est que comment tu t'appelles ? Parce que est-ce que je dois t'appeler Faber ? Est-ce que je dois t'appeler Fabrice ? Ouais, mais c'est au choix, c'est comme on veut. Certains m'appellent Faber, d'autres. Faber, c'est ton nom d'artiste ? Oui, voilà. Et ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Ça vient du fait que quand j'étais gamin, ma grand-mère m'a offert un petit panneau avec l'étymologie de mon nom, et Fabrice vient du latin faber, qui signifie celui qui fait, faire, fabriquer. Et donc, déjà dans mon métier de coiffeur, c'est ça, j'étais manuel. Et puis dans la continuité, quand je me suis mis à sculpter, à peindre, je voulais pas signer de mon nom de famille, vu que j'étais en bis avec mon père, qui n'a jamais regardé ce que je faisais d'ailleurs. Et donc, je voulais pas signer de mon nom de famille. Et donc, j'ai trouvé Faber. Et depuis, parce que tu as commencé la sculpture et la peinture très tard en fait, et le dessin très tard. Ouais. On reviendra peut-être là-dessus, parce qu'aujourd'hui effectivement tu as été coiffeur, aujourd'hui tu es artiste plasticien. On va revenir là-dessus. Mais déjà, effectivement, si on revient aux origines du petit Fabrice avant qu'il devienne Faber, tu es originaire de quelle région ? Mon père était militaire. Je suis né à Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône, mais j'ai jamais mis les pieds. Je suis parti dans un berceau. J'ai appris à marcher en Allemagne. Mon père était dans l'armée de l'air. Et puis après, il a bifurqué dans la gendarmerie. Et pour notre plus grand bonheur ou pas, j'ai grandi dans des brigades et dans des casernes de gendarmerie mobile. Donc t'as sillonné la France dès le... Oui. Enfin, on est resté longtemps sur Rouen, en fait, en Normandie, parce que mon père était gendarme, et puis ma mère est tombée malade, une sclérose en plaques, quand j'avais 9 ans. Et une sclérose en plaques avec des poussées fulgurantes, et très vite elle s'est retrouvée alitée dans un lit à pas pouvoir à ne pouvoir rien faire, quoi. Il fallait la faire manger, la changer. T'as encore des souvenirs de ça, parce que t'avais 9 ans, donc t'es petit, mais ça m'a marqué. Ça a commencé, j'avais 9 ans, et puis elle s'est vraiment retrouvée alitée, j'en avais 11, quoi. Et là, on venait d'emménager dans une caserne de gendarmerie mobile, et elle est restée alitée pendant 12 ans avant de décéder, quoi. C'était très long, quoi. Et toi, tu te souviens de t'occuper d'elle, de m'occuper d'elle, de parler avec elle, d'aller la trouver dans sa chambre, de discuter avec elle, voire même de fumer mes premières cigarettes avec elle quand j'avais 12-13 ans, en cachette de mon père. En cachette de ton père. En cachette de mon père, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, elle nous disait, les vrais fumeurs n'avalent pas la fumée. Ça l'enchantait pas de nous voir fumer, mais bon, comme elle avait compris que quand on le faisait à l'extérieur, enfin voilà, quoi. Mon père était gendarme, et donc à la maison il y avait plein d'interdits, quoi. Il y avait plein d'interdits, et puis les interdits sont faits pour être bravés, donc voilà. Pour toi en tout cas, parce que j'imagine que lui il avait pas ce discours-là. Non. La relation, de ce que j'entends, la relation avec ton père était quand même compliquée. Ouais. Il était assez dur, il était strict.
pratique, quoi. Je veux dire, il nous a élevés. Enfin, les amis, ça sert à rien, quoi. C'est pas eux qui t'amèneront à manger plus tard quand t'auras faim. Et donc, on pouvait pas inviter d'amis à la maison. D'autant plus que c'était pas évident, notre mère étant malade, alitée. Enfin, voilà, quoi. Mais après, même si on était invité chez des amis, on n'avait pas le droit d'y aller. Voilà, on était chronométrés pour aller à l'école, chronométrés pour rentrer de l'école. Ah oui. Mon père faisait régulièrement des perquisitions dans nos affaires. Ah oui, d'accord. Reconstituer les bouts de papier déchirés dans la poubelle. Enfin, ouais, voilà, quoi. Mais est-ce que c'était un sans grade, mais à la maison, c'est lui qui avait les galons, quoi. Ouais. Et on a appris à marcher au pas de bonheur avec mes frères. Donc tu sais encore aujourd'hui marcher au pas ou tu supportes plus, il faut que tu marches de travers? Ouais, plutôt un peu de travers, quoi. Mais est-ce que aujourd'hui, avec le recul, tu te dis que finalement cette réaction-là, c'était aussi pour pouvoir faire front et gérer par rapport à la situation de ta mère, quoi? Bon, non, enfin enfin, il avait grandi à la campagne, et puis là on était à Rouen, c'était une grande ville, la campagne, tout le monde connaît tout le monde, en ville on connaît personne. Enfin, il avait peur qu'on se laisse entraîner dans des bêtises. Enfin, on était censé ne côtoyer que des fils de gendarmes, quoi, en fait. Parce que j'imagine t'as fait pendant une partie de ta vie, de passant de caserne en caserne, Oui, jusqu'à l'âge de 18 ans, quoi, jusqu'à l'âge de 18 ans, quoi. On peut dire quel âge tu as aujourd'hui? 67. Ouais, 67. Ouais. Mais pour situer un peu l'époque, quoi. Et quand j'étais gamin à l'école primaire, je marchais très bien, quoi. Vraiment, j'étais premier, deuxième, premier, prix d'honneur, fin d'année et tout. Et mon père s'était dit, tiens, lui marche bien à l'école, on va en faire un officier, quoi. Donc, il m'a présenté à un concours pour entrer dans les enfants de troupe quand j'avais 11 ans. Et l'école dans laquelle j'étais, il y avait du retard dans les programmes, ce qui fait qu'il y a des trucs que j'ai pas pu répondre, et il m'a dit je te représente l'année prochaine. Et l'année suivante, c'était l'année où je passais en 6e, et puis quand j'ai passé cet examen, là c'était dans une caserne, je voyais des gamins en uniforme qui marchaient au pas justement sur une place d'armes, et j'avais vraiment pas envie. J'avais vraiment pas envie, c'était pas un rêve pour moi, quoi. Et du coup, mon père me disant je te représente l'année prochaine, je suis rentré en 6e cette année-là, et je n'ai plus rien fait à l'école. J'ai tout laissé couler. On m'a interrogé sur une leçon, je me levais, je disais j'ai pas appris. On me disait vous me l'apprenez pour demain, je vous réinterrogerai. Le lendemain, on m'interrogeait, je me levais, je disais j'ai pas appris. Une fois, deux fois, surtout trois pas fois. Aller là-bas. Ouais. Puis en même temps, après, je sais pas, j'avais des rêves de beaux-arts. Mon père prétendait que ça débouchait sur des métiers d'alcoolique, de drogué, de crève-la-faim, que ça servait à rien. Il n'avait pas forcément tort. Après, il a compris que la drogue, on pouvait la trouver sans passer par les beaux-arts, d'ailleurs. On va évidemment arriver en passant par les beaux-arts, j'aurais peut-être vécu une passion, et peut-être que les drogues, j'aurais peut-être été plus sage, quoi. Donc beaux-arts que tu n'as jamais fait. Non, que je n'ai jamais fait. Et qui, à cette époque-là, déjà t'attire. Donc en fait, le Faber en toi était déjà là, quoi. Il s'est révélé bien plus tard, mais il était déjà là. Ouais, quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. Enfin, je faisais des reproductions de Mickey, de personnages de Walt Disney et autres. Mais bridé par... Mais oui, on était enfermés, on n'avait pas le droit de sortir, quoi. Donc voilà, c'était la lecture, le dessin et la lecture, quoi. Et j'avais envie, je disais, comme quoi, j'aimerais être dessinateur chez Walt Disney. Enfin voilà, quoi. Oui, puis il y avait des projections concrètes, quoi. Ouais. Et donc le collège l'école à partir du collège qui devient un peu chaotique. Et après le collège, qu'est-ce qui se passe? Le collège, je laisse tout couler. On me fait passer à l'essai dans une classe de 5e, et puis après je redouble, et puis on me colle dans une classe dite de transition. À l'époque, ces classes, on attendait d'avoir 16 ans pour partir de l'école, et aller travailler. Apprendre à aller travailler, apprendre un métier, quoi, voilà. Et apprendre du coup sur le tas en travaillant, pas en apprentissage. Non, moi c'était un apprentissage en fait, mais 3 jours avant de pousser la porte d'un salon de coiffure qui cherchait un apprenti, je savais pas que je serais coiffeur, quoi. C'était pas un rêve, quoi. C'était pas un rêve. Mais c'est un pur hasard. Puis en même temps, ça me permettait à moi et à mes frères d'échapper au coup de tondeuse de mon père, parce que c'était lui qui nous tondait. Quand on rêvait de cheveux longs, que tous les copains avaient les cheveux longs, mi-longs, nous on était tondus, quoi.
quoi. Donc, enfin bon. Oui, parce que là, on a donné un petit indice, mais ça veut dire que cette jeunesse-là, 15, 20 ans, on est dans les années 60. Ouais, 60, 70. Voilà, fin 60, début 70. Donc, effectivement, en plus, il se passe 2-3 trucs dans le monde à ce moment-là. Toi, tu te souviens, par exemple, de mai 68, de toute l'émulation, toute la dynamique? Ouais, mai 68. Parce que tu avais une quinzaine d'années. À l'école, oui, c'est ça. Je séchais les cours, quoi. Et puis, j'allais voir ce qui se passait en ville. Je me rappelle être approché d'une manifestation. J'étais du côté des manifestants, mais juste par curiosité, voir. Et puis, j'avançais. Puis, je me suis retrouvé devant. Et d'un seul coup, en face, les gardes mobiles ont chargé. Mais c'était ton père. Non, lui, il était pas, lui. Lui, en fait, on vivait dans cette caserne de gendarmerie mobile à Mont-Saint-Aignan. Lui, il était toujours habillé en civil. Et puis, il s'occupait de réparer les véhicules de la gendarmerie, de la Seine-Maritime, quoi. Ouais. Et donc, 68, les gendarmes m'ont chargé, donc j'ai couru avec les autres et tout, puis j'ai fait un grand détour pour voir ce qui se passait, et je suis venu me mettre derrière les gardes mobiles. C'était plus, c'était plus tranquille, quoi. Ouais. C'était plus tranquille parce que j'imagine qu'il y a quand même des pavés et tout ça qui devaient voler, non? Oh non, à Rouen, pas trop. C'était pas non plus Paris. Enfin bon, voilà. Quand même. Et tu te souviens, j'imagine, dans ces années-là aussi, de la musique que vous écoutiez. Je me souviens, une fois, tu m'as dit, quand j'écoutais Nostalgie, quand j'étais petit, pour moi, c'était de la musique de vieux, c'était des trucs de daron, et Nostalgie d'aujourd'hui, c'est les musiques que j'écoutais quand j'étais jeune. Bah oui, c'est clair. Les Jimi Hendrix, Jenny Joplin, David Bowie, tout ça, quoi. D'être bercé, c'est quand même une époque fabuleuse, quoi, d'avoir pu être bercé à ça, et c'est quand même autre chose que Kenji Girac ou Booba, quoi. Bah, c'est clair. Et tu penses que ça change quelque chose d'être bercé par David Bowie plutôt que... Oui, ça m'a influencé dans ma personnalité, quoi. C'est clair, quoi. David Bowie, cette ambiguïté et dans ce que je dégageais. Comment ça? Enfin, je sais pas, dès l'adolescence, on m'a collé des étiquettes, quoi. Je veux dire, toi, t'es pas un homme comme se doit d'être un homme, quoi. Par rapport à la virilité, tu veux dire? Ouais, voilà. J'avais un physique à l'adolescence et même préadolescence. Le mot PD, je sais pas, il semblait qu'il me collait à la peau, quoi. J'avais le physique. Enfin bon, voilà, quoi. Mais tu le comprenais, ça? Tu comprenais pourquoi on te renvoyait ça? Oui et non, mais mais ça m'a posé pas mal de problèmes, hein, même un peu plus grand. Enfin bon, des agressions, des insultes, mais ça n'a jamais été trop loin. J'ai toujours eu la chance quand on m'a agressé qu'il y ait quelqu'un, il y a toujours un grand costaud qui intervenait, que je connaissais pas forcément, qui disait si vous en prenez à lui, moi je suis là. Enfin oui, voilà, j'ai eu du bol, quoi, contrairement à d'autres qui se sont fait massacrer. En tout cas, t'as eu du bol là-dessus. Ouais. Mais bon, en même temps, cette étiquette, ça m'a un peu perturbé et j'étais assez perdu dans ma sexualité pendant pas mal d'années, quoi. J'étais attiré par les filles, mais au moment de l'acte, tout retombé, il n'y avait plus rien, j'y arrivais pas, je sais pas, sans doute peut-être l'éducation, la peur de pas savoir faire, je ne saurais dire exactement, quoi. Alors je me demandais peut-être ont une raison, je suis peut-être homosexuel, donc j'ai eu quelques expériences qui n'ont débouché sur rien, parce qu'en fait non, j'étais pas, quoi. Puis voilà, puis un jour ça a marché avec une fille, et puis ça a marché avec toutes les autres, et bon, voilà, quoi. Voilà, je suis hétéro. Voilà la conclusion. Mais j'ai mis du temps à le savoir, enfin, on est vraiment conscient, quoi. Voilà. Et donc une vingtaine d'années, enfin même pas, une quinzaine d'années, tu pousses la porte de chez un coiffeur. Ouais, j'avais 16 ans tout rond, voilà, je pousse la porte d'un salon de coiffure et c'était un salon, il faisait de la coiffure mixte. Et il voulait que je fasse la coiffure homme et femme, et moi non, je ne voulais coiffer que les femmes, quoi. Et puis en fait, et pourquoi?
Ben, je sais pas. Par rapport, au mec qui me collait des étiquettes et tout. Puis, d'ailleurs. En plus, oui, en étant coiffeur, t'as choisi. Oui, voilà, quoi. Oui. Et puis, côté femme, ils m'ont oublié au bac à shampoing. J'ai fait des shampoings, j'ai tartiné de la couleur sur les têtes de ces dames. Et puis, il y avait une apprentie qui était en 2e année. Elle, du matin au soir, elle roulait des permanentes. Elle avait plus d'empreinte digitale. Et puis, moi, installer des bigoudis sur des têtes à longueur de journée, j'avais pas envie. Donc, ils ont jamais réussi à me faire rouler une permanente. Et, ils m'ont jamais intéressé à la coupe non plus, que côté homme, ils m'ont intéressé à la coupe. Mais les clients demandaient à mes collègues, le petit là, il n'en serait pas. Ah ouais. Mais t'es un peu. Et mes collègues de dire peut-être bien, il y a des chances. Ah oui. Oui, donc ça t'a collé à la peau. Oui, voilà, ça m'a collé à la peau. Ça t'a collé à la peau jusqu'à la trentaine, quoi. La trentaine. Après, ça s'est un peu tassé, quoi. Ouais. Mais parce qu'il se passe aussi des choses. On va en parler. Ouais. Et là, tu parlais de couleurs. À l'époque, j'imagine que les salons de coiffure, ils n'avaient pas forcément la même tête que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Non. Dans les produits, etc. Même les machines, maintenant, tondeuse et hop, c'est parti. Oui, c'était la tondeuse à main. Comme les ciseaux lactactives. Parce que notre père nous passait sur la tête, mes frères et moi, quand on était gamins. Ça doit être vachement moins régulier que la tondeuse électrique qu'on connaît maintenant. Si, parce qu'il y avait déjà des différentes tondeuses avec des sabots et tout. C'était juste une histoire d'apprendre à la manier, quoi. Je veux dire, ne pas oui, parce qu'on avait vite fait de coincer, tirer, d'arracher les cheveux, quoi. C'était, fallait savoir la manier, quoi. Et, voilà, quoi. Ça le faisait, quoi. Ça le faisait. Et je crois que, parce que, donc, l'ancien salon de coiffure que tu as eu pendant des années à Culose, tu l'as transformé maintenant en galerie où tu exposes. Mais déjà les œuvres et déjà à l'époque dans le salon, tu exposais. C'est ça. J'ai commencé à sculpter et à peindre. J'avais 40 ans et j'ai arrêté à 62 ans et pendant toutes ces années-là, le salon de coiffure, il ressemblait plus à un salon de coiffure, quoi. Sur les murs, il y avait mes tableaux, partout où il y avait de la place dans le salon, il y avait mes pierres, la vitrine, il y avait mes pierres, mes tableaux. Le bois aussi. Le bois, tant et si bien que ça m'est arrivé l'été, des touristes, des vacanciers devant la vitrine. Mais c'est quoi ici? C'est une galerie? Et moi, non, c'est un salon de coiffure. Et la personne de me dire, mais ce serait bien de le savoir, parce que là, justement, j'ai besoin d'une coupe de cheveux, quoi. Et donc, j'avais pas d'enseigne, en fait. Sur la vitrine, c'était marqué coiffure, mais je l'avais enlevé pour qu'on voit mieux mes sculptures et mes tableaux, quoi. Et du coup, j'ai sculpté une enseigne que j'ai installée, voilà. Et dans ce salon maintenant galerie, maintenant on peut voir la tondeuse manuelle. Alors je sais pas si celle que tu utilisais. Ouais, tout ça c'est rangé. Tu l'as même pas laissé celle-là? Non, tout ça c'est rangé. C'est un objet d'antiquité là. Oui. Puis j'en ai plein. D'objets d'antiquité, quoi. Enfin d'antiquité. Déjà à l'époque où j'apprenais ce métier de coiffure, on faisait des mises en pli, mais pas avec des rouleaux. On mettait des fers à friser, à chauffer sur des plaques d'alcool à brûler, alors que les bigoudis existaient. Enfin, c'était, il y avait des tours de retard. Et donc, tu restes dans ce salon, en tout cas dans les salons de coiffure, on l'a compris, pendant 50 ans ou 45 ans. J'en ai fait un paquet, j'étais très instable. Et qu'est-ce qui fait que, parce qu'à 16 ans, donc tu rentres dans ce salon de coiffure, et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pars de Rouen? Oui, après, mon père prend sa retraite, j'ai 18 ans, je pars à l'armée, je voulais pas y aller, mon père, si tu te fais réformer, je te tire un coup de fusil, enfin, c'était toujours des menaces. Ah oui. Comme ça, c'est assez direct, quoi. Oui, c'était comme quand on était gamin, si j'ai un fils PD, je lui tire un coup de fusil aussi. Bon, après, il a évolué en vieillissant, enfin voilà, mais il s'est adouci en vieillissant. Je veux dire. Oui, mais bon, c'est jamais trop. Oui, ça n'a jamais été ton meilleur pote. On s'est jamais trop entendu non plus. On s'est toujours heurté, quoi. Mais en même temps, il a toujours été là pour moi dans certaines galères. Il a toujours été derrière. Voilà, quoi. Même si.
Ouais. Et service militaire. Le service militaire, je voulais pas y aller. Ma mère, tu vas te rendre malade, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Bon, j'y vais. Et puis, j'ai été incorporé à Mulhouse. Et puis, en fait, au bout de 6 mois, je me suis fait réformer. Voilà, j'étais mal dans ma peau, perdu dans ma sexualité. Et puis, j'ai vu un médecin psychiatre ou psychologue qui a conçu que j'avais une fragilité. Enfin, voilà, les étiquettes qu'on me collait. J'avais mon courrier qui arrivait. Et puis, il y avait des militaires, des appelés qui m'étaient soldats mutés à l'école des PFAT. Les PFAT, c'était les femmes militaires. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai montré ces enveloppes en disant, voilà, on se moque de moi, on m'emmerde. Alors que ça le faisait, hein. J'aurais pu aller jusqu'au bout, mais bon, j'avais pas envie. Et puis, c'était en 76, c'était l'été de la sécheresse. J'imaginais, enfin, les copains, les copines, la plage, le soleil. Enfin, j'avais pas envie d'être là, quoi. C'était bon, ça suffisait. Je me suis fait réformer en psychiatrie et puis voilà, quoi. Ouais. Et après, je suis parti à Bordeaux. Tout seul. Ouais, tout seul. Je suis arrivé dans cette grande ville, je connaissais personne, tout seul, quoi. Donc tes parents sont encore à Rouen. Et mon père a pris sa retraite, il est du côté de Saintes, voilà, chez mes grands-parents maternels, où il a fait construire, il y avait du terrain, il a construit sa maison, et voilà. Et moi j'étais à 100 et quelques kilomètres à Bordeaux. Je suis arrivé tout seul dans cette grande ville après avoir été guidé toute mon enfance, mon adolescence. Et là, c'est Poupidou. Là, t'es tout seul. Je voulais, comme je voulais. C'est la fête, puis, là. Voilà. Puis, enfin, ouais, la fête, je sais pas. J'ai jamais cru à la fête, quoi. J'étais mal dans ma peau et ouais, mais déjà dans l'enfance, j'avais constaté que les fonds de verre, ça me tournait la tête et j'aimais bien ça. Et, quelque part, je savais qu'un jour, je rencontrerais les drogues. C'est à Bordeaux que tu rencontres... là, tu tombes dans l'alcool, tu rencontres les drogues, et pas n'importe quelle drogue. Non, voilà. Déjà, à Rouen, j'aurais pu, mais les copains que j'avais et tout, on commençait à fumer des joints, mais vu que moi, j'étais fils de flic, ils m'ont largué, parce que ça les mettait en danger, ça les exposait trop. C'est ça, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, par contre, à Bordeaux, j'ai tout trouvé, quoi. Et t'as tout trouvé, tu peux dire ce que t'as trouvé concrètement. L'amphétamine, le LSD, le cannabis d'abord, bien sûr. Puis pendant 1 an et demi, amphétamine, LSD. J'étais vraiment dépendant. Et puis jusqu'au jour où je pouvais pas me sortir de mon lit parce que j'étais en manque de... Je viens de le dire. D'amphétamine. Ouais, voilà. J'ai des courbatures dans le corps et tout. Enfin, ça faisait un moment que je pouvais plus courir, que j'avais des difficultés à me déplacer quand j'étais en manque. Et là, un copain est passé avec de l'héroïne et ça a été lève-toi et marche, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'héroïne et ça m'a fait galoper pendant une 20aine d'années, quoi. Omnibulé. Mais tu travaillais, en même temps, tu travaillais et t'arrivais à crever pour aller bosser, à assurer ça quand même. Ouais, mais enfin bon, du coup, oui, j'étais instable parce que si j'en avais pas pour aller bosser, j'allais pas au boulot tant que j'en avais pas trouvé, quoi. Et c'est quoi, donc, pour rencontrer l'héroïne, ok, mais concrètement, comment est-ce que tu peux parler de comment tu sombres là-dedans, quoi, parce que j'étais mal dans ma peau. Je dirais à 19 ans, j'arrivais à Bordeaux. Il me semblait que tout était perdu d'avance. Quoi. Et je me rappelle être avec, je sais pas, j'avais 19 ans, j'étais avec des types qui avaient 35, 40 ans. Je sais pas comment je me suis retrouvé à cette table dans un bar avec eux. Il y en a un qui dit, mais toi, t'es là, tu parles pas, tu écoutes. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Et je sais pas, bon, il a compris que j'étais pas bien. Je lui ai dit, tout est perdu d'avance. Enfin, j'avais l'impression que j'avais rien à attendre de la vie. Et il m'a dit, mais c'est pas d'avance que tout est perdu, mais c'est d'avant, quoi. C'est d'avant. Et c'est vrai que la maladie de ma mère m'a profondément marqué et cassé en même temps. À quoi ça sert de se casser pour arriver à quoi que ce soit? Parce que du jour au lendemain, la maladie, voilà, quoi. Et puis, avec les drogues, je me suis souvent identifié à elle, de rester alité, des fois pendant une semaine, à shooter comme un malade, et puis penser à elle,
à essayer de ressentir ce qu'elle pouvait ressentir, sauf qu'elle elle était pas appelée à se relever et à repartir, quoi, que moi si, quoi. Mais ouais, j'ai même eu des dédoublements de personnalité. Les premières fois que j'ai fumé du cannabis, je tremblais de la tête aux pieds, allongé sur mon lit. J'étais plus moi, j'étais elle, et je luttais pour me dire non, je suis Fabrice, je ne suis pas elle, et tout. Enfin ouais, c'était vraiment curieux, quoi. Ça m'a fait flipper, et puis néanmoins le lendemain j'ai recommencé, et puis c'est reparti pareil, et puis ça m'échappait complètement. Et puis la troisième fois, je me suis mis à ricaner comme tout le monde. Ouais, mais il t'a fallu 3 fois quand même pour avoir les réactions normales. Je dirais. Est-ce que dans ce que j'entends, du coup, tu t'en veux, ou en tout cas tu t'en voulais, toi, d'être en bonne santé, en sachant que elle, ta mère... Une grande partie de mon enfance, ma mère a fait, je sais pas, je me rappelle, une fois je rentrais du collège, et puis il y avait une ambulance devant la porte, et un brancard, ils emmenaient ma mère qui avait fait une tentative de suicide, et malchance pour elle, ils l'ont récupérée à temps, quoi. Mais après, pendant des années, j'avais envie d'aller la trouver, de lui dire, maman, je sais que tu veux pas vivre, je le comprends. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider à partir? Et puis, je l'ai jamais fait, quoi. Pourquoi? Mais, parce que j'étais gamin, parce que je sais pas, quoi. Puis ouais, j'ai eu une culpabilité par rapport à ça, de pas l'avoir aidé. Enfin, je sais pas. Enfin, c'était complexe, quoi. C'était complexe. Et tu penses donc que... Après, j'étais mal dans ma peau, et quand j'ai trouvé l'héroïne... Voilà, la drogue, du coup, l'héroïne, c'est le super médicament pour les gens qui sont mal dans leur peau, quoi. C'est le super médicament. Alors, tu dis ça, mais c'est pas pour ça que tu recommandes l'héroïne, au contraire, parce qu'on va en même temps, tu t'enlises, en même temps, c'est un enlisement, quoi. C'est un enlisement, quoi. Mais en même temps, sur le coup, en tout cas, ça fait le taf de sortir du marasme de quotidien, du fatalisme, etc., dont tu parlais, quoi. Ouais, j'aurais bien aimé que ce soit légal, et pas avoir à courir après le fric, après le produit. Ouais, légal et remboursé par la Sécu. Oui. Non, parce qu'après, physiquement, t'as quand même, ça met le corps à l'épreuve. Ah, oui, c'est clair que, ouais, là, je pèse 3m78, je pèse 60 kilos, là. J'étais à 46, enfin voilà, j'étais extrêmement maigre, quoi. Ouais. Et puis, t'es un gris, quoi. Enfin, j'avais l'air de ce que j'étais, quoi. Après, j'ai quand même toujours travaillé en continuité. Je dosais dans la journée. Je m'en faisais plusieurs petits au rythme de la journée. Mais tous les jours, tu pratiquement. Tu piquais tous les jours. Ouais, pratiquement. Ou alors, je prenais des palliatifs quand j'en avais pas. Voilà. Les palliatifs. Oui, des médicaments en vente libre, qui étaient en vente libre en pharmacie, dans lesquels il y avait des opiacés, quoi. Ah oui. Ouais. Ah oui, parce que ton corps était, en plus de la recherche de la sensation, ton corps était physiquement en demande du produit, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, tu le sentais, le manque, la dépendance. Le manque, c'est douloureux, quoi. C'est la déprime, on est mal dans son corps, on souffre dans son corps. Est-ce que c'est ça qui t'a fait quitter Bordeaux? Non, est arrivé un moment à Bordeaux, j'avais plein de fantômes. Celui qui était mon meilleur ami a fait une overdose. Et puis en tant que coiffeur, j'étais grillé, quoi. Je trouvais, voilà, quoi. À cause de ça? Oui, voilà. Tu trouvais plus de boulot. Je trouvais plus de travail, quoi. Mes compétences, j'avais une réputation de bon coiffeur. Moi, je croyais que j'étais bon parce que j'étais influencé par les drogues qui me donnaient des idées. Enfin, c'est l'illumination de la création. Oui, voilà. J'avais l'impression que ça me rendait créatif. En plus, c'était période punk, New Wave, voilà, ça commençait à délirer avec des dessins dans les cheveux, des coupes excentriques, voilà, quoi. Des couleurs. Je me suis bien amusé à cette période, quoi. Mais oui, voilà, quoi. Est arrivé un moment, en tant que coiffeur, j'étais grillé sur Bordeaux, j'étais pas fiable, quoi. Voilà, j'étais pas fiable. Donc tu quittes Bordeaux pour aller... Je suis allé où, là, après Bordeaux? C'est pas La Rochelle, là? Non,
Non, à Niort. Et puis, je veux dire, à Niort, ça faisait pas 3 jours que j'étais là que j'avais déjà trouvé les mêmes que je quittais à Bordeaux, quoi. L'héroïne, elle était partout. Après, je suis parti du côté d'Auxerre, Joigny. Enfin, à chaque fois, je fuyais. Moi, à chaque fois, j'étais un peu dans le collimateur de la gendarmerie par rapport à ceux que je côtoyais, qui étaient déjà connus. Et c'était toujours un peu la débandade. Alors, je partais, mais je retrouvais les mêmes que ceux que j'avais quittés précédemment, quoi. Quand tu dis les mêmes, c'est pas forcément le même gars en question, mais c'est les mêmes réseaux, le même type de les mêmes type d'endroits. Comme moi, courent après la même chose, quoi. Voilà. Et t'arrivais à retrouver ces réseaux-là, ces endroits-là, parce que ça peut paraître étrange vu de l'extérieur. Tu te dis, comment tu fais concrètement pour trouver ça? Quelque part, je tournais dans tous les bars de l'endroit, et puis je repérais ceux qui consommaient, quoi, aux pupilles. À une manière de se frotter le visage, à parler d'une voix de gorge, quand on en prend, ça transforme un peu la voix. Enfin, bon, voilà, quoi, je l'ai repéré vite fait. Et puis, je me penchais, quoi. À ce moment-là, toi, tu aimais ce que ça te faisait devenir? J'en avais besoin. T'en avais besoin. C'était pas tant que j'aimais ce que ça me faisait devenir, c'est que j'en avais besoin. Quand j'étais omnibulé par ça, je ne pensais qu'à ça, quoi. Je suis bien parce que j'en ai pris, je suis mal parce que j'en ai pas pris, quoi. Sans forcément être en manque. Il y a des moments où j'en prenais pas pendant un certain temps, le manque était passé et tout, mais le manque, il était dans ma tête, quoi. Il était dans ma tête et j'en avais l'envie et dès que je faisais des rencontres, que c'était possible, c'était reparti pour un tour, quoi. Et on arrive là aux années où ta maman s'en va. Ouais, j'avais 22 ans quand elle est décédée. D'ailleurs, j'avais commencé à shooter. Elle était dans un lit, c'était un lit d'hôpital qu'on avait à la maison, dans le séjour, et moi je m'allongeais sur le canapé à côté d'elle en shootant de l'héroïne, et j'écoutais sa respiration, voilà, quoi. Tu te souviens du jour où elle est partie? Ouais, je travaillais dans un salon à Bordeaux, mon père m'a appelé pour me dire « ta mère est décédée, il faut que tu viennes », et donc voilà, quoi. Ça t'a soulagé de quelque chose à ce moment-là, finalement? Pour elle, oui. La culpabilité? Pour elle, oui. Ouais, c'était fini pour elle. Voilà, il y a longtemps qu'elle aurait dû partir, quoi, en fait. Ouais. Parce que déjà, quand on était gamin à Rouen, des fois, on la voyait pas pendant 3 mois, elle était enfermée dans sa chambre, et puis on l'entendait dire « je veux mourir », on l'entendait pleurer, elle voulait voir personne. Enfin bon, voilà, c'était triste. Et voilà, quoi. Puis il y a la rencontre avec une femme qui change ta vie. Valérie, l'année de mes 30 ans, j'ai rencontré Valérie. Avec qui vous partagez le salon, la maison, la vie ensemble encore aujourd'hui, 37 ans plus tard, quelque chose comme ça. Et Valérie, j'ai continué de courir après l'héroïne encore pendant 10 ans avec elle. Elle était dedans aussi? Non, elle n'était pas dedans, Valérie, elle est très saine, elle n'a jamais touché à ça, quoi. Mais c'était pas facile pour elle, quoi. Mais elle te portait. Elle était plus jeune que moi, elle avait 22 ans quand j'en avais 30, là, c'est quand on s'est rencontrés, mais à 22 ans, elle était adulte comme je ne le suis toujours pas, comme je le serai jamais, quoi. C'est pas grave. Elle avait tous les côtés pratiques, et moi j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à tout laisser couler, à ne vivre que l'instant, sans jamais me projeter, vivre un peu au jour le jour. Et c'est grave, ça? J'ai l'impression que tu te le reproches en disant ça, mais pourquoi pas? C'est pas forcément mal. Mais encore, ouais. Et puis de toute façon, vous vous équilibrez bien. Elle me porte, et puis je suis pas rassurant, quoi. Je ne suis pas rassurant, quoi. S'il lui arrive quelque chose, elle est pas rassurée, quoi. Moi, s'il m'arrive quelque chose, je suis rassuré parce que je sais qu'elle... Non, mais on en plaisante, mais ouais, je suis pas rassurant, quoi. C'est pas pratique du tout, quoi. C'est elle qui a pris en main
tout ce qui est paperasse, tout ça, banque. C'est elle qui a fait en sorte qu'on rachète le salon de coiffure et qu'on travaille pour nous, parce que moi j'ai aucun sens de construire, j'ai pas le sens, j'ai pas le mot, quoi. Est-ce que dans ce que j'entends là, j'ai l'impression que tu es en train de me dire que tu as poussé de travers, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais, j'ai l'impression toujours depuis l'enfant de m'être trompé de monde, de famille, de planète. Ça tournera jamais comme j'aimerais que ça tourne, quoi. Et je suis très en retrait, je suis très solitaire. Sans doute toujours dû à l'éducation mon père, comme pour les amis, ça sert à rien. Enfin bon, je sais pas. C'est plus confortable pour toi d'être tout seul. Ouais, toutes ces années de toxicomanie, j'allais chercher le produit puis je me retranchais, quoi. Je suis très solitaire, quoi. Et mal à l'aise avec les autres. Après, dans ce métier de coiffeur, j'ai appris à composer le temps d'une coupe et puis c'était sympa, quoi. Voilà, quoi, ça s'est bien passé. On était dans notre cadre avec notre musique, on travaillait pour nous. Mais là, on arrive fin des années 80, début 90. Ouais. Donc tu sculptes toujours pas? Non. Ça va arriver, mais pas encore. Mais par contre, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. À ce moment-là. Je pars en cure. Tu pars en cure, ouais. Je pars en cure. Je rencontre... c'est à la fin des années 90. Ah oui, j'ai rencontré Valérie. Et puis... Ouais. Et puis on bouge tous les deux encore. Vous bougez. Toujours instable. Il y a la maladie, mais je sais pas, est-ce que tu veux... oui. On peut en parler? Oui. Elle avait 24 ans, elle était enceinte, on est allé voir un médecin qui a confirmé qu'elle était enceinte, et puis en même temps, je lui dis, comme quoi je suis toxico, et puis il va faire le test HIV. Et c'est révélé qu'on était séropositifs tous les deux, quoi. Mais elle l'était de plus longue date. À 18 ans, elle a subi une opération où elle a perdu beaucoup de sang. Et à l'époque, on lui envoyait un sac, quoi. Il y avait du sang. Mais du sang contaminé, quoi. Et puis, quand on s'est rencontrés, elle était séro et moi, je l'étais de mon côté, parce qu'après, j'ai appris que les amis de Bordeaux et tout, ceux que je côtoyais, avec lesquels je partageais ma seringue, parce que j'avais toujours ma seringue sur moi, que les autres pas forcément, donc ma seringue tournait, et puis je repartais avec. Enfin, voilà, quoi. Moi, un fond de seringue, elle, un plein sac. Elle a attaqué les traitements tout de suite. Enfin, elle a testé, parce qu'il n'y avait rien, quoi. Il y avait que la ZT. Moi, je suis resté quand même un certain nombre d'années sans avoir besoin de traitement. J'avais suffisamment de défense immunitaire. Et elle a testé. Elle a fait des tests de double aveugle, à savoir si elle prenait un placebo ou un traitement. Puis il s'est révélé qu'ils ont ouvert les enveloppes plus vite que prévu pour voir qui prenait quoi. Et puis elle prenait le médicament. Et heureusement, parce que le médecin qui nous suivait, c'était sur Paris, c'était Willy Rosenbaum. Des années après, il lui a dit que quand il nous avait arrivé, il n'aurait pas payé 10 balles sur sa tête, quoi. Et 40 ans après, on est toujours là, quoi. Enfin, pas tout à fait 40 ans. Mais, enfin, après, dans quelques années, là vous y arrivez, là. Et est-ce que à ce moment-là, avant qu'on t'apprenne cette séropositivité, c'est quelque chose qui planait au-dessus de toi quand même, parce que c'était les premières années, ça faisait quelques temps qu'on commençait à entendre parler du sida, du VIH, tout ça. Est-ce que tu y pensais? Non, j'y pensais pas vraiment. Non, il y avait les hépatites aussi, j'y pensais pas vraiment. Mais par inconscience ou parce que c'était quand même dans l'air du temps, c'est quelque chose qui faisait peur à l'époque. Non, mais même après, je veux dire, de partager des seringues, d'être avec d'autres, de me faire mon shoot et l'autre, tu me passes ta seringue. Et moi de dire, écoute, non, je suis séropositif, je peux pas te passer ma seringue. Mais peu importe, je la rince sous l'eau chaude et ça va faire l'affaire. Mais voilà, on a beau le savoir, quand on est accro, quand on a la dose, on a envie que ça aille vite.
Et puis voilà, en étant toxico, j'avais perdu des amis d'overdose. Et puis l'overdose n'est pas une question de dose non plus. Ça peut être un moment de fatigue ou autre, ou je ne sais quoi. Enfin, mais j'avançais en me disant enfin voilà quoi. Je veux dire, à chaque shoot, ça peut être la mort. Quoi. Ouais, et tu savais ça, quoi. Et je le savais, quoi. Et quelque part, mais la mort, cette mort-là, elle est tellement bonne qu'on l'a fait durer, quoi. C'est absurde. Finalement, c'est ce que tu allais chercher, ce que tu allais provoquer à chaque shoot. Oui, j'ai toujours l'impression que je vivrai pas, quoi, avec ça. Après, quand on a pris la séropositivité, voilà, quoi. Là, d'autant plus, on ne vivrait pas, quoi. Mais voilà, moi, j'ai toujours prétendu ne pas aimer la vie, mais être curieux quand même. Et puis aujourd'hui, ça va pas, mais peut-être demain, ça ira mieux, d'avancer comme ça un peu au jour le jour. Par contre, Valérie est pleine de vie, aime la vie, aime les gens, aime rencontrer, discuter, échanger. Alors que moi, c'est pas, je suis plutôt en retrait, quoi. Tu es plutôt en retrait et en même temps, tu es en train de nous parler, ce qui est quand même pas rien. Mais parce que c'est toi. Qu'est-ce qui se passe quand, enfin, j'imagine que quand même, dans la vie d'un être humain, c'est pas rien de se dire, de se savoir condamné. Quand on t'apprend ça, quand on vous apprend ça, parce que du coup vous étiez tous les deux qu'est-ce qu'on se dit, quoi? Est-ce qu'on se dit finalement au lieu d'attendre, je vais me jeter d'un pont et comme ça c'est moi au moins qui décidera de comment je finis. Mais non, voilà, Valérie, comme je te l'ai dit, elle aime la vie, quoi. Donc je l'ai accompagnée. Chaque année, chaque nouvelle année qui arrivait, à minuit, on était surpris d'être encore là. Est-ce que l'année prochaine, à minuit, on sera encore là? On était toujours surpris d'être toujours là au fil des années. Et aujourd'hui, vous le dites encore? Moi, non, plus vraiment. Mais bon, on meurt encore du sida. On meurt encore du sida, même en France. Mais bon, oui, voilà, on a la chance. Mais ça, c'est important de le dire quand même, qu'on meurt encore du sida, même en France. Même en France. Parce qu'on a l'impression qu'avec avec les traitements, avec les trithérapies et autres. Mais non, puis il faut savoir que ces trithérapies ne sont pas confortables. Il y a des tas d'effets secondaires possibles. Et il n'y en a pas tant que ça qui passent au travers des effets secondaires. Moi, je sais que depuis que je prends ces traitements, j'ai un étourdissement quasiment permanent. Je ne conduis plus d'ailleurs parce que j'ai pas confiance en moi, je le sens pas, quoi. Les problèmes, la tête qui tourne, les problèmes d'œsophage, d'estomac, de nausées, mais il y a une liste énorme. Les traitements sont quand même pas anodins, quoi. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, quoi. Oui. Et puis voilà, quoi, quand ça fait 30 ans qu'on les prend, et d'autant plus, quoi. Je veux dire, on est imbibé. Et surtout que ce que tu disais au début, ceux que tu prenais, c'était, il y avait de la javel dedans, quoi. C'était. C'était expérimental, quoi. C'était expérimental, quoi. J'imagine que tu as vu aussi. Même encore. J'imagine que tu as vu aussi beaucoup de personnes, même dans les services et tout ça. Oui. Quand on allait à Paris, quand on a commencé à se faire soigner, donc avec Willy Rosenbaum, on voyait des gens dans des états de maigreur incroyables qui étaient portés par des infirmiers. Et puis voilà, on se disait, c'est nous bientôt, quoi. Alors qui de nous, Valérie, toi la première, moi le premier, j'ai toujours souhaité que si l'un de nous deux devait flancher, il fallait que ce soit moi, quoi. Il faut absolument que ce soit moi, quoi. Pour plusieurs raisons. Ouais. Après, si c'est elle qui devait partir, je crois que je la suivrai assez rapidement, quoi, parce que j'accepte de jouer le jeu de la vie parce que j'aime Valérie, quoi. Et voilà, même si les 10 premières années on était ensemble, j'ai continué à prendre de l'héroïne parce que je voyais pas pourquoi j'allais m'arrêter, alors que de toute manière on était condamnés, quoi. Et puis on est tombé sur une psy qui justement était d'accord avec moi, quoi. Et du coup qui t'encourageait. Qui comprenait que j'avais pas envie d'arrêter parce que de toute manière on n'allait pas vivre, quoi. Et Valérie qui était à côté disait mais moi je fais quoi, j'en prends pas, faut que j'en prenne,
enfin, ouais, on a entendu des fois n'importe quoi, même dans la bouche de médecins. Ouais. Vous avez, enfin, quelque part, il y a une sorte de pacte entre vous, Valérie et toi. Ouais, on se complète, et puis ouais, c'est la petite Valérie, quoi. Et qu'est-ce qui fait que, 10 ans après votre rencontre, en étant passé par, du coup, par la contraction du VIH, qu'est-ce qui fait que tu arrêtes? Ça doit pas être simple, ça. Ça veut dire que ça fait 20 ans que t'en prends. Valérie n'en pouvait plus. Ça faisait 10 ans que j'étais avec elle et que je galopais après ça. J'avais jamais un rond pour les vacances, pour rien, parce que tout mon fric passait par là. Puis comme je travaillais quand même régulièrement, les grossistes qui n'en prennent pas, mais qui font du fric, venaient me trouver, me proposant de vendre pour eux, quoi. Et puis vendre pour eux, ça voulait dire que j'avais de quoi tourner sans que ça me coûte. Et puis même de me faire de l'argent de poche, enfin bon, voilà, quoi. En plus de mon salaire de coiffeur, parce que je travaillais, quoi. Et donc, j'ai dealé à plusieurs reprises, que ce soit à Bordeaux, à Niort, à Aix-les-Bains. Mais en 99, là, tous ceux que j'avais rencontrés sur Aix-les-Bains, tout ce noyau de toxicos, il y a eu 19 morts entre Aix et puis Chambéry. Overdose, sida, suicide. Le médecin avait dit à Valérie que si je continuais, j'en avais plus pour longtemps. Et je voulais pas faire souffrir Valérie. Enfin, toujours est-il que j'ai pris la décision d'arrêter, quoi. Mais je savais qu'arrêter, c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est de ne pas y retourner, quoi. Mais cette fois-ci, donc, j'ai fait un séjour à l'hôpital. Après, je suis parti en post-cure. Et puis, dans cette post-cure, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait la radiesthésie, qui faisait tourner le pendule. Et je me suis dit, tiens, pendule, peut-être je pourrais trouver des réponses à toutes ces questions existentielles que je me pose. Est-ce que je vais pouvoir m'arrêter? Est-ce que si j'arrête les rouges, je vais devenir alcoolo? Est-ce que... Puis donc, j'ai coincé un caillou dans un étau. Puis avec les moyens du bord, je l'ai taillé. J'ai fait mon pendule. Puis en fait, je ne vais pas poser tant de questions que ça. J'avais taillé un caillou, j'avais réalisé que c'était possible avec deux râpes à bois, une lame de scie à métaux, une petite clim triangulaire, une autre plate. Et puis j'ai taillé ce caillou pour me faire un pendule, et la réponse, elle était dans le fait. Dans le fer. Ouais, dans le fer. Et Faber est né. Voilà. Et ce qui est assez fou. Là, ouais. Et là, on entend, on se dessine quand même ton parcours, s'explique plein de choses, mais du coup, Faber, il naît dès 40 ans que tu as vécu avant, quoi. Donc, cette enfance, ta mère, ton père, la coiffure, enfin, le fer dans la coiffure. Évidemment, là, on a parlé des musiques, enfin, de l'époque dans laquelle tout ça se passe. La drogue, évidemment, et puis, et puis Valérie, quoi. Et Faber, c'est tout ça. Et Faber, aujourd'hui, parce que 20 ans plus tard, ce Faber-là, dans l'œuvre, dans le dessin, dans le trait, dans le fait de taper dans la pierre, de taper dans le bois, tu sens ça? Tu sens que tu mets ça? C'est quoi ce geste pour toi? C'est un moyen d'extérioriser, quoi, de dire des choses d'une manière déjà par les expressions de mes sculptures qui ont tendance à pousser des cris muets ou à être dans des positions, elles sont là, elles sont juste là, en attente de je ne sais quoi. Enfin, je sais pas, je les vois comme ça, quoi. Je gomme les yeux, c'est l'expression qui fait la bouche, et elles sont en introspection, en fait. C'est l'expression c'est la bouche qui donne l'expression de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ont dans la tête, et leurs expressions sont mes ressentis dans l'instant de faire, quoi.
Mais en même temps, on les sent comme plus que dans toi qui te projette dans eux. Dans ce que j'entends là, c'est des compagnons. C'est une armée de compagnons. C'est tes amis, les amis que t'as jamais pu avoir parce que t'étais enfermé dans ta chambre ou que t'étais enfermé dans la drogue ou voilà. Et du coup, c'est les compagnons que tu te crées quoi. Tu crées ta famille en fait. Oui, voilà, les enfants qu'on n'a pas eu. Les enfants que vous avez pas eu. Oui, parce que bon, du coup, je sais pas si tu veux en parler, mais t'as parce que tu as évoqué effectivement après que vous vous rencontriez. Oui, Valérie était enceinte et on n'a pas pu le garder. Valérie a toujours été saine dans sa manière de vivre, dans son alimentation. Enfin, elle a toujours fait attention à tout et faire un enfant en étant séropositif et pas savoir s'il va vivre ou pas et il va ingurgiter des traitements dès la naissance. Enfin voilà, on n'avait pas envie. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose de taper dans un caillou, de taper dans du bois ou de prendre un stylo ou un feutre ou un pinceau et de dessiner ou de peindre. C'est pas le même geste. Non, mais c'est vrai que dans un premier temps, j'avais des choses à dire, à exprimer, que j'ai eu plus de facilité à exprimer à travers le dessin et la peinture, quoi. Mais j'ai commencé, je parlais d'ostracisme, de mise à l'écart, t'es pas comme nous, t'es pas des nôtres, t'es pas de notre bande. Enfin bon, oui, voilà. Puis c'était souvent parlais de solitude. Enfin voilà. Parce que souvent, il y a ces personnages que tu dessines, que tu mets en situation, etc. Ou alors que tu mets en confrontation les uns avec les autres. Et puis tu rajoutes un mot ou une phrase sur ces peintures, sur ces dessins. Donc c'est très expressif, même plus qu'illustratif, c'est très expressif. Après oui, voilà, j'ai des dessins avec de la profondeur. Des choses que je ressens et que j'ai envie de dire à ma manière. Puis après, j'ai des dessins, c'est n'importe quoi ça. Des idées qui me font rire. Et puis, je les dessine. Des dessins d'humour, en fait. J'ai toujours beaucoup lu des romans et autres, et puis en même temps, pendant 30 ans, j'ai acheté Flûte glaciale, Psychopathe, et dans ces magazines, il y a des dessins en une case qui disent quelque chose, et donc voilà, ça vient de là, quoi. Il y a eu des périodes, parce que je sculpte, en principe, je sculpte à la belle saison, printemps, été, automne, parce que j'ai un atelier qui est inchauffable, quoi, et après, l'hiver, j'ai pas de plaisir à y aller parce que tout est glacial, la pierre, enfin tout. Et donc l'hiver, c'est la peinture et le dessin qui prend la place. Et il y a des périodes où je peins sur toile ou sur feuille. Et puis il y a eu d'autres périodes où je faisais des petits dessins d'humour ou pas. J'en faisais 3, 4 par jour. Donc j'ai des piles de dessins que j'envoie en story. Voilà quoi, des dessins drôles ou pas. Voilà. Je les ai pensés, je les ai faits. Et parfois où c'est même plus que 3 dessins par jour. Surtout que en ce moment, t'es dans une période, t'es dans des traits. Le dessin évolue aussi. Oui, voilà. Et là, t'es dans des traits presque. C'est graphique, quoi. C'est devenu obsessionnel. Il y a j'ai l'impression, en voyant le travail, puis on en a déjà parlé plusieurs fois, mais que comme si t'étais là, tu t'es laissé attraper par ces traits, par cette obsession dans laquelle ça te plonge, et tu t'es enfermé dans cette spirale des traits. Ça fait 5 ans. Mais qu'est-ce qu'il raconte ces traits alors pour toi? C'est abstrait et j'exprime rien, je dis rien. En fait, j'ai l'impression de rien dire à travers ces traits. Je dessine une figure et je la remplis de mes traits. Il y a plein de possibilités, c'est assez infini. Il n'y en a pas de semblable sur des feuilles format A4 ou 50 sur 70 cm. Et quand je suis là-dessus, je tire un trait, je recule ma règle micro, je tire un autre trait, je recule le micro, je tire un autre trait. Il n'y a plus de Fabrice, il n'y a plus le monde extérieur. Dans ma tête, ça tourne au ralenti. Je suis concentré, centré sur ce que je fais. C'est là que ça se passe, quoi. Cette feuille à remplir, et c'est une forme de méditation. Ça me vide la tête. Il y a la musique derrière. David Bowie. Entre autres, mais il n'y a pas que lui, quoi. J'écoute, je suis ouvert à toutes les musiques, la musique du monde, le blues, le jazz,
la musique africaine, le blues du désert, enfin, Tyranny Wen, enfin, moi, je suis ouvert à toutes les musiques, quoi. Avec Spotify, je découvre plein de trucs. Mais quand j'ai arrêté l'héros, du coup, je me suis retrouvé avec un peu plus d'argent. Et tous les mois, j'achetais des CD. Tous les mois, j'achetais des CD. Tous les CD que j'ai pas eu quand j'étais gamin, que j'aurais aimé avoir. Et puis après, au fil des sorties de groupes que je suivais, enfin, voilà, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, dans notre salon, il y avait mes peintures, mes sculptures et notre musique. Oui, il y avait. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est évidemment un élément très très important. Ouais. Aujourd'hui, tu sculptes encore ? En ce moment, non, parce que j'ai une de mes bécanes principales là, pour sculpter les galets, là, elle est partie en réparation, puis elle tarde à revenir, quoi. Mais je vais y retourner là, faire des choses plus petites ou différentes, en attendant que ma bécane revienne. T'as besoin quand même de rentrer dans la pierre, quoi. Oui. Ouais. Là, en ce moment, non, pas trop. Je sais pas, j'ai un petit passage à vide, là, depuis 2 mois, quoi. Les traitements, une fatigue récurrente. Je lis, là, en ce moment, depuis 2 mois, je lis énormément. Je lis 3-4 bouquins par semaine. Mais c'est toujours pareil. Je lis, pas pour parler de mes lectures, mais j'ai de la chance. Je tombe sur de bons bouquins qui m'emmènent bien ailleurs. Il n'y a plus de Fabrice, il n'y a plus de monde extérieur. C'est comme le dessin, la sculpture. Je suis dans mon bouquin et c'est là que ça se passe. Et je suis dedans et je vis des vies par procuration. Et c'est bien, quoi. J'ai toujours lu... Mais ouais, là, depuis 2 mois, je ne fais que ça, quoi. Je passe du lit au canapé, j'attaque à lire, il est 9h30, et puis à 18h, je suis encore sur mon bouquin. Bon. Mais c'est une période. J'ai eu, il y a 4 ans, une période comme ça aussi. Voilà. Ça s'en va et ça revient. Comme disait Claude François. Que j'adorais quand j'étais gamin. Mais mon père disait, ouais, c'est pas un homme et tout. Claude François, c'est pas un homme. Ouais, mais qui est-ce qu'il écoutait? Moi, j'aimais bien Claude François. Ouais, qui est-ce qu'il fallait écouter il écoutait rien. Mon père, il était fermé à l'art, fermé à la musique, fermé à tout. Quoi. Ouais. C'est réglé. Tout ça sert à rien. Quand tu tapes dans la pierre, du coup, t'as cette évasion aussi. Oui. Il y a un truc physique quand même, plus qu'avec le dessin. Ouais. Que ça doit t'apporter. Ouais. Mais je sais pas, il y a quelques années, j'ai fait un break de traitement, quoi. Pendant des années, les traitements, fallait les prendre, surtout pas les oublier, fallait les prendre. Et puis un jour, le médecin qui nous suit m'a dit, voilà, vous pouvez faire une pause. Mais j'ai pas été le seul. Nombre de séros ont pu faire des pauses, mais la plupart, leurs pauses ont duré 6 mois, 1 an. Moi, ma pause, elle a duré 6 ans, quoi. Ah oui, quand même. Et pendant ces 6 années-là, c'est là que j'ai fait mes plus grosses pièces, la pierre de taille, la sculpture de bois, des troncs, voilà, j'avais vraiment, j'avais la forme, quoi. En fait, j'ai fait toutes mes grosses pièces à cette période, et à partir du moment où j'ai repris des traitements, un tournis est arrivé, puis un manque de confiance, et puis une fatigue récurrente qui fait que j'ai arrêté de taper dans des grosses pierres, dans des troncs d'arbres. Enfin voilà, je sculpte toujours, mais je fais des pièces, des galets, surtout du galet, mais des pièces plus petites que j'ai fait dans cette période-là, quoi. Est-ce que pendant ces 6 ans, tu dirais que c'est la première fois finalement à l'âge adulte que t'as senti ton corps en pleine, tu t'es senti en pleine possession de tes moyens, parce que t'étais ni sous traitement, ni sous héroïne. Et finalement, avec le parcours que tu nous as décrit, c'était la première fois en tant qu'adulte, quoi. Ouais, complètement. Mais j'ai toujours quand même ruminé en faisant sur le passé, sur des situations du vécu. Je suis un ruminant, quoi. J'ai toujours. Quelle différence tu fais entre le bois et la pierre? Parce qu'il y a l'acte de sculpter, bon d'accord, mais le bois et la pierre, c'est quand même complètement différent. Puis même techniquement, c'est pas le même processus. Mais non, mais c'est ça, c'est que j'ai un atelier qui est dans mes moyens, qui coûte pas cher, qui est bas de plafond, avec juste 2 petites fenêtres, pas d'aération, et ça me freine quand même. Donc, t'arrives à un moment, j'ai fait des pierres jusqu'à 50 kilos,
La plus grosse pierre que j'ai fait, elle en pèse 98. Mais après, je suis pas vraiment outillé pour les trimballer, pour les exposer. Bon, j'ai un ami qui me donne la main, mais je voulais dire vivement qu'elle soit vendue pour non après je vends pas tant que ça, quoi. Enfin si, quand je fais des expos je vends, quoi, mais je produis plus que je ne vends. Enfin on pourra faire un musée Faber dans quelques années. 2-3 expos par an. Je reste dans le coin. Bon, il y a quelques années, avec Valérie, on se déplaçait sur Paris, on participait à des salons d'art. Là, maintenant, je reste plus aux alentours. Mais oui, du coup, j'ai voulu faire des pièces plus grosses à un moment, et la pierre, ça pèse vite du poids, quoi. Donc, je me suis outillé pour le bois, et je me suis mis à sculpter du bois, parce que ça pèse moins lourd, entre autres. Et puis, dans le bois, je suis complètement autodidacte. Moi, j'ai jamais pris aucun cours. J'ai commencé à sculpter. J'avais pas ni Internet, ni d'ordinateur, ni. Mais t'as pas pu regarder de YouTube. J'ai jamais regardé de tutos, enfin voilà, quoi. Tout seul dans mon coin, en tâtonnant, en cherchant. J'ai pas de technique académique. Je sculpte avec des disqueuses, des meuleuses, des outils qui tournent très vite. Je fais énormément de poussière, plus que d'éclats, quoi. Quand j'ai sculpté des pierres, des grosses pierres à une époque, je faisais des éclats parce que j'ai un compresseur, un marteau pneumatique, mais des outils qui se branchent dessus, des outils à main et tout. Mais pour ce que je fais là depuis quelques années, du galet, des pierres qui vont jusqu'à 5 à 10 kilos, voire moins. Là, je ne fais que de la poussière, quoi. Donc j'ai un gros masque avec des cartouches. Qu'est-ce que ça veut dire que tu fais que de la poussière? Je fais pas d'éclat, quoi. Ce sont des outils qui tournent très vite et qui découpent la pierre. Il y a tout un ordre chronologique des outils à utiliser. Enfin voilà, j'ai appris tout seul. Tu t'es créé ton protocole, ton processus j'ai trouvé ma technique, de fabrication. J'ai tâtonné, j'ai cherché. Voilà. J'ai fait des ratés, mais quand je faisais un raté, une pierre cassée, je me décourageais pas pour autant. Aussitôt j'en prenais une autre, j'en attaquais une autre, ou alors je rebondissais sur le côté cassé et qui m'emmenait ailleurs. Enfin bon, voilà, quoi. C'est dans l'instant. Ça se passe, c'est dans l'instant, c'est de l'improvisation, c'est des personnages. Tu as l'impression quand tu offres ou quand tu vends une de tes œuvres, est-ce que tu as l'impression finalement que c'est une partie de toi que dont tu dois te séparer avec ce petit déchirement de salut copain, je te laisse partir, mais dans un on pensera à toi. Je sais pas, une expo où Valérie était, et c'était un samedi et moi je tenais le salon, elle m'appelle pour me dire je t'ai vendu telle pierre et tout, c'est zut, je l'aimais bien celle-là. Dans un premier temps, c'était assez dur, et puis après, en fait, non, c'est bien, parce que quand je vois des gens qui tournent autour de mes pierres, et puis qui sont sur une, qui la touchent, qui regardent les autres, qui reviennent sur celle-là, et puis ils me la prennent, et je me dis, en fait, oui, voilà, quoi, quand j'ai sculpté cette pierre, c'est parce qu'elle devait partir avec cette personne, quoi. Cette personne s'est reconnue en elle. Non, ouais, voilà. Oui, puis la pierre et la personne en question se choisissent, quoi. Oui. Oui, et le fait que tu sois le papa de ce petit caillou qui part avec son nouvel ami, c'est quand même trop beau, quoi. Oui, ça me fait plaisir, quoi. Je me dis, oui, voilà, je l'ai faite pour qu'elle vive avec cette personne et puis dans sa famille, de main en main, pour peut-être la nuit des temps, quoi. Ces pierres me survivront, quoi. Elles me survivront, Comme disait. C'est mon engeance, l'autre. Alors, tu disais que il y a des périodes, et en ce moment, particulièrement, par exemple, tu lis beaucoup. Ouais. Est-ce que il y a un livre que tu as en tête qui représenterait la personne que tu es aujourd'hui, qui représenterait tout le parcours là dont tu nous as parlé pendant cet échange? Non, pas spécialement. Un livre ou un personnage de livre auquel tu t'identifies ou qui représenterait... Peut-être, si on prend... Parce que j'écris aussi depuis que j'ai 19 ans, et peut-être que si ça apparaît en livre... Oui, c'est tes écrits que tu... oui, voilà, c'est...
Ouais, non, après, il n'y a pas vraiment de bouquin. Après, je lis beaucoup, mais je fais pas attention au titre, je fais pas attention au nom de l'auteur. Puis, j'ai pas de mémoire, j'ai un trou dans la tête, j'ai pris tellement de merde que j'ai pas la mémoire des noms, des titres. Et puis, je fais pas attention non plus, je sais pas, encore une fois, je dis dans l'instant, quoi. Dans l'instant, je ferme le livre et j'en prends un autre, quoi. Ah. C'est presque machinal, quoi. Ouais. Mais oui, mais encore une fois, je lis des livres qui me font plaisir. Mais tu vois, avant de venir, je m'étais dit, il faut que je note le nom des auteurs qui m'ont vraiment plu, puis je l'ai pas fait, puis j'ai pas de nom en tête là. Selby Junior, un Américain, un toxico qui a fait de la prison et qui s'est mis à écrire en prison et qui a écrit des bouquins complètement fous, quoi. Hubert Selby Junior, je crois. Enfin, ouais, qui raconte l'histoire en parallèle du fils qui est toxico et sa mère. Mais il y a eu un film de fait là-dessus et sa mère en parallèle participe à un concours télévisuel et elle veut être belle et elle est grosse et prend des médicaments pour maigrir. En fait, les médicaments pour maigrir, ce sont des amphétamines, quoi. C'est d'ailleurs ça, c'est des amphétamines qui m'ont fait courir pendant 1 an et demi, quoi. Et le parallèle entre la mère qui s'enlise avec un médicament légal et le fils qui s'enlise avec l'héroïne, quoi. Hubert Selby Junior, je crois. Il a écrit plusieurs bouquins, c'est fou. Voilà, s'il y a un auteur qui me reste en tête, j'avais lu ce bouquin, j'étais jeune et je l'ai relu il y a quelques années. Voilà, c'est un bouquin qui m'a marqué. Voilà, j'en ai au moins un. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a un film auquel tu penses, pareil quand j'étais adolescent, j'ai vu quelques films. Enfin, quand j'ai commencé à travailler avec mon salaire d'apprenti, j'ai vu quelques films qui m'ont marqué. Midnight Cowboy, Macadam Cowboy. Un Texan qui arrive à New York, grand, beau gosse, qui s'imagine qu'il va séduire des femmes aisées, et puis il se retrouve à faire des pipes dans les toilettes. Ça, puis un autre film, pendant la guerre de 14, un Américain qui est blessé, qui est complètement alité, qui arrive à correspondre avec une infirmière. Je me rappelle pas le titre. Ouais. Est-ce que t'as une musique, un chanteur qui... David Bowie a accompagné ma vie, quoi. Il a accompagné notre entretien aussi. Oui. On arrive à la fin de cet entretien. J'ai une baguette magique. Et je peux réaliser un truc de fou avec cette baguette magique. C'est-à-dire que je peux prendre un mot, un message que tu me confies et que je vais livrer à Fabrice Petit quand il a 9-10 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? La vie est belle. Tentait-il vainement de se persuader. Tu lui dirais ça ? Ouais, je sais pas ce que je lui dirais. Il y a erreur. Il y a erreur ? Ouais, je sais pas. Et qu'est-ce que tu voudrais que ce petit Fabrice te dise à toi aujourd'hui ? Tu y es arrivé quand même, quoi. À cet âge de 67 ans. Ouais, enfant, j'avais peur de pas trouver ma place adulte dans ce monde, dans cette société. J'avais peur. Je vis avec la peur, et puis je crois que en même temps, je suis un clown, mais comme beaucoup de clowns, j'ai une tristesse profondément ancrée au fond de moi, quoi. Ouais. L'espace dans lequel on est là, on est dans notre petite cabane, de petit studio du petit théâtre de Saint-Paul. Ouais. Est-ce que cet endroit, il a changé depuis plus d'1 heure maintenant qu'on discute tous les deux ? Je suis avec toi. et je suis plus à l'aise que j'avais imaginé que je ne serais. Moi, je savais. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour le monde
pour le monde. Ouais, j'aimerais que le monde se porte mieux. Mais je suis fasciné par les infos et ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Ouais, la planète va mal, l'homme va mal. Fabrice, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci. Antoine. Après l'enregistrement de cet entretien, Faber a tenu à rajouter des éléments qui lui tenaient à cœur. Je vous lis son message. Hello Antoine. Avec le recul, je pense que j'aurais pu préciser que je n'ai jamais initié personne, que l'héroïne m'a fait faire n'importe quoi, que le plus honnête devient menteur, voleur, arnaqueur, que la cam nous emmène là où nul n'a envie d'aller, de la prison à la psychiatrie, voire en passant par l'église de Scientologie et autres sectes, qu'il est plus facile de voler celui qui vous tend la main que de prendre des risques. La peur du manque fait faire n'importe quoi. Entre autres films qui m'a marqué, il y a Johnny Got His Gun, l'histoire d'un jeune soldat blessé en 14, alité et vivant dans sa tête, dans un corps comme mort. Film qui me renvoie quelque peu à ce que vivait ma mère. Enfin voilà, c'est fait. Merci pour tout, pour ce moment partagé. C'est toujours un plaisir de te voir. Bisous, ami. La Cabane des Secrets, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle, un programme produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. Cliquez sur le lien, vous verrez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Gros bisous.